Oui, absolument. Alors les Allemands, ils renoncent à la prime à l'achat parce qu'ils ne sont pas français. Vous saviez ça? Non. Eh bien voilà. Et donc eux, ils ont du sérieux budgétaire, ils ont une notion du déficit public, de l'endettement qui n'est pas exactement la vision française. Tout ça, c'est à la suite de la décision de la Cour de Karlsruhe qui, tout récemment, a rayé d'un coup 60 milliards d'euros de crédits qui étaient au cœur de l'examen du budget 2024 au motif que c'était des crédits qui avaient été prévus pour Covid. Et puis que le pouvoir politique les avait recyclés dans autre chose, notamment un fonds climat. Et la Cour a dit non, on n'a pas le droit de recycler de l'argent. Sinon, c'est de la création de nouveaux crédits. Alors nous, on fait ça tout le temps en France, du recyclage. Mais pas en Allemagne. Et donc, les voilà devant un choc budgétaire qui a provoqué une très grave crise politique au sein de la coalition. Parce qu'il y a une loi fondamentale en Allemagne qui date de 2009 et qui a inscrit un principe de frein à l'endettement. Eh ben, on ne badine pas en Allemagne avec les lois fondamentales, on ne badine pas avec le sérieux budgétaire. Et donc, voilà que soudainement, la prime à l'achat pour un véhicule électrique a fait pchit. Oh, c'est un classique, ça. C'est un classique. En fait, la comparaison internationale, elle tient toujours de support, soit pour dire aux gens calmez-vous, soit pour dire aux gens vous n'avez pas fait les réformes. Par exemple, quand on vous dit mais attention, la France a le plus grand déficit, ou attention, la dette est plus élevée, ou attention, les réformes du marché du travail ont été faites partout, ou attention, l'âge de départ à la retraite est le plus bas en France par rapport aux autres pays. C'est toujours une façon de procéder pour que les populations acceptent les réformes. Les comparaisons internationales, elles sont intéressantes pour prendre des choses notamment qui ont fonctionné ailleurs, mais pas pour se comparer tout le temps pour tout et n'importe quoi. Surtout qu'au final, on sait très bien ce que veulent les gens. Un jour, il y aura un pays qui va faire travailler les gens jusqu'à 85 ans, ben on nous dira regardez, ils ont. Donc c'est. Et je veux dire, elles sont utilisées. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'elles sont utilisées vraiment par pur opportunisme. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, moi, alors c'est toujours les États-Unis. Puis après, j'ai commencé à faire mes études en 2000, c'était le Royaume-Uni. Puis après, ça a été l'Allemagne. Puis après, ça a été la Suède. Et puis après, on s'est dit, tiens, pour la loi travail, comme tous ces pays ont déjà passé des lois travail, il faut qu'on trouve un exemple qui vraiment, dans la tête des Français, puisse leur dire que vraiment, on est les derniers. Donc, on a sorti l'Italie. L'Italie a fait des lois travail. Donc, nous, on doit les faire. Même l'Italie, regardez, un pays du Sud, enfin, avec tout le mépris qu'il y a dans le raisonnement de certains éditorialistes. Et donc, la comparaison, elle sert surtout à imposer des réformes que l'on veut passer. Surtout que la comparaison est souvent très, très compliquée, hein, parce que l'âge de la retraite, bon, ok, tu as des âges légaux, mais l'âge pratique, il n'est pas si différent que ça. Tout à fait. Et puis là où l'âge pratique, il peut être de 70 ans, tu ne vas jamais dire hey, c'est 70 ans chez vous, il faut vous mettre à 65 comme les autres. Enfin, si à chaque fois celui qui a le meilleur système, tu le compares aux autres, ta moyenne, elle va baisser sans fin, quoi. Et quand bien même, oui, tout à fait, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la fiscalité au niveau européen, où le marché unique a créé une concurrence qui a fait baisser les fiscalités, la pression fiscale quasiment partout. Mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi même quand une politique publique fonctionne bien, quand elle fonctionne bien, qu'on a des bons effets, ce qui était le cas de notre système de retraite, parce que nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde, et ben même quand il y a ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le résultat est bon, ouais d'accord, ok, mais il faut travailler plus. Et puis il n'y a jamais d'exemple contraire aussi dans les médias. Par exemple, l'Allemagne, on peut dire qu'il marche bien de certains points de vue au niveau économique. Bon, il y a de la cogestion sur les grandes entreprises. Oui, tout à fait. Moi, j'entends jamais dire « Ah, bah, il faudrait faire comme l'Allemagne, que les syndicats aussi, ils aient quand même un gros poids dans la gouvernance d'entreprise. » Ça, alors, quand est-ce la dernière fois qu'on a entendu parler de ça? Jamais. Parce que, je sais pas, jamais. Et voilà, et là, c'est le type, par exemple, de choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer. Il y a des fois où vraiment on peut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Mais après, et puis par exemple, la retraite à points qui avait été fait en Suède, et qui était quand même un des éléments du programme phare de Macron en 2017, il y avait quand même des analyses qui montraient que la majorité des Suédois avaient vu leur retraite publique diminuer. Et les femmes, d'ailleurs, je crois que c'est 90% des femmes avaient vu leur retraite publique diminuer. Donc on voyait bien que l'effet que ça avait eu avait été plutôt négatif. Et bien là, on ne tient pas compte de l'effet. Vous voyez, c'est un peu comme les plans d'ajustement structurel qui ont été faits dans toute l'Afrique et l'Amérique latine, et même une partie de l'Asie, pendant des années, qu'on a refait en Grèce, alors que le FMI lui-même, même s'il les réappliquait, un certain nombre de voix du FMI en 2000 avaient dit que ces politiques ne fonctionnaient pas. Enfin, elles fonctionnaient pour libéraliser l'économie, elles fonctionnaient pour privatiser l'économie, elles fonctionnaient pour aller redonner la confiance à des investisseurs, mais elles ne fonctionnaient pas sur les populations. Bien sûr, parce que les pauvres restaient pauvres, ou les gens qui étaient comme en Grèce, qui avaient la classe moyenne, est devenue encore plus pauvre. La Grèce, en termes de création de richesse, elle a fait un bond en arrière de 20 ans. Donc, et on les a quand même appliqués. On en avait parlé avec Varoufakis d'ailleurs. Dans le point dont on parle très très peu, c'est surtout qu'il y a plein de jeunes en Grèce qui se quittent le pays, mais à des niveaux qui sont délirants. C'est vraiment une fuite de la population du pays. Last June, 2 months ago, of all the men and women
who graduated from medical school in Greece, 56% of them, the ones who graduated this year, this June, have left the country. That is not a sustainable country. Maintenant, regardez, ils ont un peu, tu le soulignes d'ailleurs dans ton bouquin, regardez, le PIB, il est un petit peu monté en Grèce. Bah oui, c'est sûr, une fois que tu as perdu moins 30, tu peux faire plus 10, mais enfin, tu es encore à moins 20. Hein. En fait, on le montre très bien dans le bouquin, parce qu'il y a une carte de la Grèce où on montre les effets que ça a eu. Et on le dit bien aussi, c'est que la Grèce est une terre d'émigration. Et en fait, c'est pareil pour le Portugal. Par exemple, le Portugal, qu'on nous présente comme un miracle, le Portugal. Mais quand vous regardez, en fait, les jeunes diplômés du Portugal, ils fuient le Portugal. Et ça, c'est un indicateur important. Ça veut dire que pour une grosse partie de la jeunesse, il n'y a pas un avenir qui est valable parce que les salaires ne sont pas assez élevés, et ainsi de suite. Et donc là, c'est un signal. Bien sûr, une économie qui va très bien n'a pas un taux d'émigration de ces jeunes diplômés.